Bonjour, bonjour, bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux pompiers. Mais est-ce qu'on pourrait mettre, on est en plein direct, installer un micro à Olivier Ness, s'il vous plaît. On peut mettre un micro parce qu'il n'a pas de micro. Donc pour parler, ça va être un peu embêtant. Si on peut mettre un micro à Monsieur Ness, ce serait, voilà. C'est le direct, on est en plein direct. On a vu un monsieur arriver, on a dit il y a un pompier qui arrive. J'ai dit bah faites-le rentrer. Et il s'installe, il est assis. Et là la technique se dit qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez mettre un micro à Olivier Ness s'il vous plaît, parce qu'on va parler pompiers. C'est important de parler pompiers, Anne-Constance Sangana? Oui, c'est important parce que depuis à peu près un peu moins d'un an maintenant que vous êtes arrivé, Monsieur Ness, vous avez 6 mois. Ah oui, bon, vous avez fait tellement de boulot en 6 mois. Beaucoup de choses ont changé au niveau des pompiers de Mayotte, enfin du SDIS plus précisément, et il y en avait besoin. Hein. Je rappelle la situation avant votre arrivée, des mouvements sociaux à répétition, des pompiers caillassés, des casernes qui étaient aussi dans un état particulièrement difficile, des tensions avec les pompiers de l'aéroport. Enfin, en tout cas, voilà, les pompiers de Mayotte n'étaient pas dans une situation favorable pour prendre en charge les problèmes de Mayotte. Vous êtes arrivé il y a maintenant donc 6 mois et depuis 6 mois, beaucoup de choses ont été faites, à la fois sur la remise en état des casernes. Alors des engagements avaient été pris, mais ils commencent à se transformer en réalité. Et puis également pour peut-être apaiser les tensions ou remettre les pompiers dans une forme de motivation qui leur permet aujourd'hui d'effectuer leurs tâches le mieux possible. Bonjour. Bonjour à vous. Merci. Bonjour aux Mahorais et aux Mahorais. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Quel est votre sentiment depuis le jour où vous êtes arrivé, vous avez pris ce commandement? Écoutez, c'est un commandement, j'avais déjà fait une première période à Mayotte, donc la prise de commandement est un peu un continuum. Et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, un certain nombre de dossiers en attente ou qui avaient déjà progressé, mais qui nécessitaient d'être repris et d'aller à leur aboutissement. Et le premier sentiment, c'est d'être heureux et fier de pouvoir travailler pour les Mahorais et les Mahorais et de poursuivre la quête de la meilleure réponse possible pour les concitoyens avec l'évolution de tous les risques et d'y apporter les réponses les plus adaptées. Vous avez mis beaucoup d'efforts et d'énergie pour la professionnalisation des sapeurs-pompiers de Mayotte et pour les faire monter en compétence sur un tas de domaines que vous jugiez prioritaires. Quelles ont été les premières actions mises en œuvre? Alors, les premières actions ont été déjà de faire un bilan et de constater qu'on est toujours dans cette recherche de compétences qui n'est pas forcément trouvée localement. Et on est en train de mettre un certain nombre de dispositifs en place. Par exemple, pour les volontaires, nous allons mettre en place avec des départements de métropole un échange de saisonniers, c'est-à-dire des pompiers volontaires de Mayotte vont pouvoir aller avoir une activité de sapeur-pompier volontaire en métropole, donc chercher de la compétence. Nous allons aussi mettre en place des formations de préparation aux différents concours parce qu'il faut impérativement que la hiérarchie, donc que la chaîne de commandement soit beaucoup plus étoffée en locaux, c'est-à-dire donner cette opportunité aux Mahorais de devenir des cadres supérieurs du SDIS parce que avoir toujours des gens qui viennent de l'extérieur n'est pas forcément qu'une bonne chose. Il faut qu'en interne, on ait les officiers nécessaires pour pouvoir encadrer les hommes sur le terrain et dans les services. On a beaucoup parlé de souffrance psychologique ce matin avec la cellule qui a été mise en place à Koungou, mais les pompiers, vos équipes, sont régulièrement prises à partie sur leur terrain d'opération. Comment vous accompagnez vos hommes lorsqu'ils reviennent après avoir été caillassés ou avoir vécu aussi des situations compliquées en intervention? Alors, à chaque intervention, oui, il y a effectivement un équipage qui est caillassé. Derrière, nous mettons un certain nombre de choses en place. La première, c'est de partager ensemble, de débriefer, de comprendre ce qui s'est passé
et dans la mesure du possible de prendre les premières mesures de façon à poursuivre la sécurisation. Pour tout dire, depuis le mois d'avril, l'ensemble des véhicules sont tous sécurisés. Les vitres ont toutes été filmées par des films de protection suffisantes pour freiner un dégât lié au caillassage. Et puis nous allons poursuivre dans la sécurisation avec la mise en place de caméras piétons, puisque les chefs d'agréé des engins seront équipés de caméras piétons pour pouvoir filmer et pour qu'on ait une trace de ce qui s'est réellement passé sur ces incivilités. Et c'était une demande de vos hommes. Très souvent sur ce plateau, ils nous disaient on a besoin de plus de sécurité, que ce soit devant les casernes ou sur les trajets, parce que c'était vraiment pénible pour eux. Et là, vous allez dans leur sens vraiment où ça en est par rapport aux casernes. Alors, au niveau des casernes, vous pouvez le voir, toutes les casernes sont sécurisées aujourd'hui. Il restera toujours quelques travaux d'amélioration, mais les casernes sont sécurisées, tous les portails sont fermés, sont au fur et à mesure électrifiés de telle façon qu'il n'y ait plus besoin d'avoir cette manipulation manuelle. Elles sont toutes mises sous vidéosurveillance, donc il reste encore des travaux à faire dans certaines casernes, mais ce niveau de sécurité est nécessaire aujourd'hui, et puis bon, ça fait une image un peu négative, mais toutes les casernes sont encerclées de concertina de telle façon qu'il n'y ait plus de pénétration possible. C'est nécessaire, c'était primordial. Tout à fait, il faut pouvoir vivre en sécurité, et les hommes et les femmes du service incendie, eh bien, ils doivent pouvoir vivre dans un casernement et se reposer, parce que leur mission sur le terrain, elle doit être primordiale. Vous avez, en début d'année, réintégré les pompiers de l'aéroport qui sont revenus au SDIS. Cette intégration s'est faite facilement. Aujourd'hui, ces hommes font partie de l'équipe opérationnelle des différentes casernes où vous les avez affectés. Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui ont été détachés à l'aéroport étaient au départ des sapeurs-pompiers professionnels. Il y a eu une convention qui avait été signée avec les différentes directions, et cette convention s'arrêtait au 31 décembre 2020. La réintégration de l'ensemble des personnels s'est faite. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux retrouvent l'espace professionnel au sein des centres de secours, font partie d'équipes spécialisées et, je veux dire, réintègrent leurs équipes. On ne les a pas mis de côté, bien au contraire, ils sont intégrés, ils ont une reprise de l'activité, et comme tout un chacun, ils reprennent le chemin de l'intervention normale, de la formation. Et puis, je voudrais quand même saluer le courage des uns et des autres. S'il y a eu négociation, il y a aussi eu sortie de négociation. Il faut saluer à la fois les sapeurs-pompiers, mais aussi la préfecture et le conseil départemental, parce que lorsqu'on est dans un conflit comme celui qui a été, la sortie n'est toujours pas facile, et il faut que tout le monde soit gagnant-gagnant. Les sapeurs-pompiers de Mayotte ont montré qu'ils étaient dans la recherche, et c'était un peu une volonté de grandir. Aujourd'hui, il faut prendre tous ces points et puis les faire évoluer, mais les pompiers de l'aéroport sont de retour dans leur caserne, et on fait tout pour qu'ils soient bien. Ça a été compliqué de ramener le calme à la maison? Le calme vient à partir du moment où on est dans l'échange, dans la communication, dans la discussion. Alors, il n'y a pas de méthode miracle, mais aujourd'hui, avec les organisations syndicales, avec les sapeurs-pompiers eux-mêmes, avec l'encadrement et les différents chefs de groupement et de service, nous arrivons à dialoguer et à trouver des terrains d'entente. Sans les syndicats, nous ne progresserons pas, et sans une chaîne de commandement et une hiérarchie, les syndicats n'existeraient pas. C'est un juste milieu, un juste équilibre, et c'est ce qui fait progresser.
Vous avez un nouveau président, Abdoul Kamardine. Vous avez, je suppose, de nouveaux projets. Qu'est-ce que vous allez réaliser dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Alors, l'essentiel était de prendre comme axe d'étude une situation qui permet de travailler sur les plans futurs. Tout d'abord, saluer les différentes équipes qui ont aidé à construire Kinga, le centre, l'état-major, qui aujourd'hui est fonctionnel et tout à fait adapté. Petite Terre qui est en cours de construction. Et donc de voir que l'avenir repose sur un principe, c'est quelle est la réponse dans la situation la plus dégradée. Et la situation la plus dégradée que l'on prend aujourd'hui en considération, c'est le risque cyclonique. C'est-à-dire, ayant eu l'expérience de Saint-Martin, avec le cyclone Irma, eh bien, quand il n'y a plus rien, il faut commencer à gérer la crise et à reconstruire derrière. Or, aujourd'hui, il faut construire des casernes qui sont non seulement anticycloniques, mais avec le volcan, il faut que ça soit antisismique. Et donc tout ça, ça nécessite que l'on ait des études avec des impacts qui sont de l'autonomie totale. En cas de problème, en cas de pallier problème. aux situations. Tout à fait. Les sapeurs-pompiers seront le premier maillon de la prise en charge de la crise et de la situation. Ils seront à la fois impliqués, puisque leurs familles seront impliquées, et donc il faudra réussir à organiser. Voilà l'axe que nous avons pris avec le président. En matière de projet, il y a la construction des différentes casernes et du centre technique, l'atelier départemental. C'est quoi un centre technique? Alors c'est un centre où on trouvera à la fois les ateliers mécaniques et autres ateliers, réparation des appareils respiratoires, des casques, enfin tous ces problèmes techniques, tous les magasins, habillement, incendie, etc. Si vous voulez, de regrouper cette structure de telle façon à ce que l'on libère un peu d'espace dans les centres de secours, essentiellement sur Kaweni, puisque l'atelier départemental est toujours sur Kaweni, mais entre 2008, où il y avait moins de 15 véhicules, et aujourd'hui on avoisine les 130 véhicules, il y a une différence, et donc il faut dimensionner les solutions aux problèmes. Ça fait partie de toutes ces petites interrogations lors du protocole, parce que y a des frictions. Vivre tous ensemble dans le même espace alors qu'il n'y a plus de place, il faut libérer, il faut construire. Nous avons le projet qui est très abouti de la construction du centre de secours principal de Kahani et de l'école départementale. C'est un projet qui sera présenté par le président dans quelques semaines. C'est un projet qui est debout et qui devrait voir sa mise en œuvre sur le terrain d'ici, je dirais, la fin du premier semestre 2022. À ça, il faut rajouter les rénovations des casernes de Kaweni et de Aqua, la finition donc de Petite Terre pour une mise en œuvre en début 2023. Et puis derrière, les deux projets des nouvelles casernes Dembéni et Chirongi. Voilà, donc nous avons pratiquement réglé tous les problèmes de cadastre. Et puis on va avancer. Et vous avez déjà mobilisé tous les financements pour ces projets ou ça reste à boucler par étapes? Le conseil départemental suit de très près et de façon positive les besoins des sapeurs-pompiers. Il y a une APCP de 36 millions sur 6 ans qui nous est apportée au SDIS en contribution pour la construction des casernes. Donc à nous d'en faire bon usage et de suivre une programmation de façon à pouvoir utiliser ces moyens financiers. Parce qu'une partie c'est pour le fonctionnement et l'autre pour l'investissement, si j'ai bien compris. Non, les 36 millions sont uniquement pour la construction des casernes et du plateau technique. D'accord. Et de la rénovation évidemment des casernes.
Et quand on regarde un peu, quand on voit la position des syndicats envers vous aujourd'hui, ils disent les paroles sont belles, tant mieux, on a envie d'y croire, allons-y. Vous avez réussi à mettre de l'enthousiasme là où il y avait du doute quand même. Hein. Le doute existera toujours. C'est le temps qu'il faut savoir gérer. Le sablier de l'administration coule doucement. Il faut du temps. Pour construire une caserne, en gros, la moyenne en France est de 15 ans. Oui. Nous avons pris des dossiers, on pourrait dire, ainsi dire, en 2014, nous avons pris les dossiers, nous sommes en 2021, Petite Terre sortira en 2022 pour une mise en œuvre en 2023. Si en 2025 nous avons fini l'ensemble du programme des casernes, nous aurons atteint un objectif qui est réalisable. Certes, il faut du temps, mais ce temps, il faut savoir que dans la concertation, rien n'est finalisé. Un problème doit trouver une solution. Lorsque vous avez trouvé une solution, eh bien cette même solution, dans le temps, va devenir un problème. Donc il ne faut pas croire que lorsqu'on a trouvé une solution, vous avez réglé le problème. Il faut poursuivre. Je vais vous citer un exemple. Nos sapeurs-pompiers volontaires reçoivent des indemnités pour le travail qu'ils font. Nous avons mis en place un certain nombre d'éléments qui permettent de justifier auprès du Trésor public qui met en paiement cette indemnité un certain nombre de critères de vérification. Eh bien, quand vous mettez un logiciel en place, c'est compliqué d'avoir tous les renseignements de vérification. Nous avions fait une promesse aux sapeurs-pompiers volontaires et qu'ils toucheraient toujours leurs indemnités entre le 10 et le 15 du mois pour le mois N-2, le temps de la vérification, etc. Eh bien, de temps en temps, les vérifications sont un peu plus longues et nécessitent une explication. Et ça fait partie du rôle du directeur et du président. Eh bien, c'est de temps en temps d'apporter un complément d'explication pour remettre les choses. Le silence n'a jamais fait autre chose que créer de l'animosité, des doutes et de reposer d'autres questions. Dernière question, Monsieur le Président. On parle juste de... Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, mais j'ai dit quoi, le président? Oui. J'ai dit président, monsieur Ness. Alors voilà, mais je voulais faire chose de bien et en même temps, là, on va parler juste 2 secondes de l'obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers. On a vu en métropole, certains n'ont pas voulu, certaines casernes, il y a eu 145 pompiers notamment qui ont été mis de côté, mis à pied parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Où ça en est à Mayotte? Alors écoutez, les sapeurs-pompiers de Mayotte, professionnels, volontaires, on peut le dire et on peut avoir cette fierté de le dire, ça a été le premier SDIS qui a été vacciné à 100%. Ok. Une fierté. Bravo. Ah, c'est une fierté. Ouais. C'est une fierté. Il faut savoir le dire. Il y a eu une émulation et à un moment donné, écoutez, ça a fait aspiration. Avec le service du 3SM, donc notre service médical, le médecin-chef et l'ensemble de l'encadrement, nous avons fait ce qu'il fallait au niveau du discours. Ça a été entendu. Et aujourd'hui, les professionnels et les volontaires sont tous vaccinés. Colonel, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.